Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode de Let Me Talk pour vous accompagner en ce début de semaine. Et aujourd'hui, on va rester du côté de l'Europe et on va parler de... Enfin, vous le savez, vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre. On va parler du PSG. Mais avant tout ça, on va présenter l'équipe du jour et l'expert PSG qui va nous accompagner aujourd'hui. Enzo, comment tu vas? Salut Patrick, salut à tous, bah super bien. Merci de m'inviter, toujours cool de pouvoir parler foot et puis parler de Paris surtout. Surtout, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu te présenter pour les gens qui aimeraient découvrir qui est le fameux Enzo qui va nous parler du Paris Saint-Germain aujourd'hui? Bah du coup, ouais, supporter de Paris depuis tout petit, depuis avant l'arrivée des Qataris, un petit peu avant 2010. Dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, je suis journaliste, donc je couvre le LOSC. Évidemment, je continue à suivre Paris. Puis j'ai un petit média aussi de mon côté, Box to Box, où tous les lundis soirs en live, on parle des 7 grands championnats européens avec les Pays-Bas et le Portugal. Et on revient sur le week-end, on fait des petits débats, des petits focus sur certains clubs, certains projets. Donc voilà un petit peu pour me présenter. Voilà, ouais, en plus où j'avais déjà eu l'occasion d'une Tout à fois fait. passer justement et de découvrir un petit peu et de parler de la Belle Pro League. Donc j'oublierai pas de mettre le lien en bio de la page si vous voulez un peu aller check. Et on a aussi un retour, Carter. Comment ça va, Carter? Ça va, ça Bien va, dormi? ça va, ça va. J'ai encore été le cancre de l'équipe aujourd'hui. Je me suis endormi, mais ça va, ça va. Content d'être de retour après quelques semaines d'absence. Je pense quand même 2 ou 3. J'ai Ça fait l'impression, longtemps. hein. Donc, ouais, donc je suis content d'être là. Je suis content de découvrir Renzo que je connaissais pas. J'espère qu'on passera, enfin, non, je sais qu'on passera un bon moment. Donc voilà. Ça va, t'inquiète. Franchement, il y a déjà eu pire que toi. Je dirais pas qui, mais on va l'accueillir. Comment ça va, Muse? Ah, ça va super l'équipe, quel merveilleux accueil, une très bonne présentation euh, de Patrick. Donc ça va super, je suis très content de revenir. La semaine passée, je pouvais pas être là, mais Ouais. cette fois-ci, je suis venu et en meilleure qualité, et avec un nouveau matériel. Ouais. Si vous voyez, là, il a investi, petit micro, là, petite belle caméra et tout. Non, C'est ça. franchement, là, on voit un Step Up 2025. Non, ça arrive. Et est-ce que ça va bien? Est-ce que toi, t'as passé un beau week-end? Franchement, mon week-end, ça va, ça s'est bien passé. Une petite victoire tranquille du Real hier, 0-3. On rattrape petit à petit le Barça, donc ça va, leur vie, elle va bien. Ça va, ça va. Je ne vous ai pas demandé aux autres. Est-ce que vous allez bien, Carter? Enzo, je sais même pas, votre week-end, est-ce que ça s'est bien passé? Non, super. Pour le coup, ce week-end, j'ai pas pu trop regarder de foot, mais je vais essayer de rattraper tout ça demain. Et ouais, tout va super bien de mon côté. Ça va et toi, Carter? Les week-ends passent. Ils se ressemblent pas, mais on est fatigué. Je pense on s'attend plus à rien en tant que supporter de Manchester United. De toute façon, je vais changer un peu de com maintenant. Moi, je supporte Brentford. Ceux qui comprendront, comprendront. Le duo Mbeumo, oui, ça, il me fait plaisir. Donc, en ce moment, je suis focus sur ça. Manchester United, ça me fatigue. Ma santé mentale, c'est mieux de me concentrer sur autre chose. Non, on comprend. Donc évidemment, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Là, on approche des 250 abonnés, donc sur YouTube ou même sur Spotify, de vous abonner. Il y aura une grosse annonce par rapport à l'émission de la semaine prochaine, en fin d'émission. J'ai envie de garder la rétention. Vous connaissez, c'est pour les stats, donc c'est obligé d'attendre la fin pour savoir de quoi on va parler. Et tout de suite, on va passer donc au sommaire. Voilà. Donc le sommaire, aujourd'hui, on va d'abord commencer par revenir sur la situation du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je ne l'ai pas encore dit, mais on va parler évidemment du PSG et voilà sa situation assez inquiétante en Ligue des Champions après 5 journées. On parlera ensuite du coach, Luis Enrique. Est-ce qu'on a un petit problème d'ego du côté du coach espagnol? Et on finira par voilà, parler des individualités. Évidemment, parler du coach, c'est bien, mais les joueurs ont sûrement une part de responsabilité. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler de la situation du club parisien. Donc, le PSG est actuellement hors du top 25 après 5 journées, donc 25e, avec 4 points sur 15 et 2 de retard sur le 24e qui est, Muse, évidemment, le Real Madrid. On a eu un tirage de la mort quand même, il faut le dire, pour le Paris Saint-Germain. On avait quand même 4 gros avec Arsenal, Manchester City, l'Atlético, le Bayern Munich.
Au niveau des résultats après 5 journées, donc on a eu une victoire compliquée en toute fin de match à la maison, 1-0 face à Girona, et ils peuvent dire merci donc à Gaziniga. Une défaite à l'extérieur 2-0 Arsenal, un nul à la maison, un partout face au PSV, une défaite à la maison 1-2 aussi en fin de match face à Atletico, et une défaite dernièrement à l'extérieur face au Bayern de Vincent Kompany. Là, il reste donc 3 matchs. Un déplacement chez Salzbourg, qui est une équipe qui n'est plus le Salzbourg des dernières années, un petit peu en crise. On le voit sur leur campagne de Ligue des Champions. La réception de Manchester City, qu'on peut dire aussi un petit peu en crise. Et enfin, un déplacement à Stuttgart. Mais les 2 derniers matchs se passeront donc dans le mois de janvier, normalement. Première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que les résultats et le classement du PSG, donc 25e, seulement 4 petits points, est-ce que ça reflète la réalité du club parisien à l'heure actuelle, ou on est quand même un petit peu sur une équipe qui était malchanceuse lors de tous ces matchs? Je vais commencer. Moi, je pense qu'il y a quand même une part de malchance parce qu'il y a le match. Bon, c'est pas chronologique, mais il y a ce match-là contre l'Atlético Madrid où jamais de la vie il devait le perdre, ce match-là. Dembélé, il avait la balle du 2-1 ou du 2-0, je me rappelle plus très bien. Et je sais pas, je comprends pas, il court, il galope et peut-être qu'il voulait rentrer avec la balle dans le but. C'est pas Enfin, Girona, je sais pas. ça? Comment? C'est pas Girona sur lequel il galope? Je sais plus. Je sais plus, moi, dans mes souvenirs, c'était l'Atlético, mais peut-être je me trompe, mais Non, ça c'est voilà. contre Girone. Contre Atletico, il rate un tapis, mais Hakimi? il a non plus, ouais, c'est ça. Mais contre Girone, c'est quand il court. Voilà, et c'est aussi une question de performance. Quand tu as Dembouz qui te pond ce genre de match, tu te dis, mais qu'est-ce que tu peux faire de plus? Contre Arsenal, ils étaient clairement beaucoup plus faibles. Le Bayern, il y avait de quoi aller chercher au moins une égalisation, et tu vois qu'au final, non, il y a pas d'envie. J'ai l'impression tactiquement, c'est un peu mou. Individuellement, les joueurs, ils ont pas envie. Donc moi, je pense qu'il y a une question de malchance et la performance aussi. Il faut pas simplement dire que c'est la faute du coach. J'ai cité le cas d'Embouz, mais il y a d'autres joueurs où ils pouvaient faire beaucoup mieux et gagner des matchs. Et au final, non, c'est une défaite par-ci, une défaite par-là, un match nul contre le PSV, une petite victoire contre Gérone à domicile. Donc c'est un mix des deux pour moi. Je suis assez d'accord avec Mus, si je peux rebondir. Je trouve que même s'il y a évidemment des résultats qui reflètent aussi un petit peu les manques de ce PSG, notamment sur le manque d'efficacité offensive, c'est le principal problème de ce PSG. Il y a quand même des résultats assez sévères. Tu en as parlé, Mus, face à l'Atlético, même face au PSV, où même si le PSV était très bien en place, tu es normalement censé gagner ce match. Après, comme j'ai dit, ça reflète aussi ce qui manque au PSG aujourd'hui, à savoir un jeu un petit peu moins stéréotypé, plus de création d'occasions, notamment sur les dernières semaines, et plus d'efficacité, que ça soit face à Gérone et même sur les derniers matchs. C'est une lacune récurrente du PSG qui, au final, même si voilà, aujourd'hui cette 25e place, elle est un petit peu sévère au vu des contenus qui sont proposés, ça reflète quand même voilà, tous les manques, comme j'ai dit, qu'il y a du côté de cette équipe. Ouais, ben, je vais emboîter le pas. Moi, je serais un peu plus sévère que Muse et Enzo. Je pense que la place, elle est méritée. Je me rappelle que lorsqu'on a fait l'épisode de preview par rapport à la Champions League, on n'avait pas du format, mais surtout des équipes qu'on pensait performer, celles qu'on pensait qu'elles allaient flopper. Et moi, j'avais pas du PSG déjà à l'époque, parce que et durant pas dire la pré-saison, mais l'intersaison, j'avais pas compris la construction de l'équipe quand tu décides de faire, entre guillemets, d'Ousmane Dembélé le capitaine du bateau, ou le capitaine de la ligne offensive, ou le leader de la ligne offensive. Tu vas pas t'attendre à avoir une équipe qui fonctionne. Après, malheureusement, c'est vrai qu'il y a la blessure de Ramos qui intervient très très tôt, mais tu attaques du coup les phases de poule de la Ligue des Champions avec une attaque, je vais prendre un peu l'expression de Daniel Riolo, de Bambi, hein, de bébé un petit peu. Et malheureusement, dans les gros matchs, parce que tu en as eu beaucoup, à leur décharge, tu en as eu beaucoup, ben, tu as souvent été dominé. Et j'ai même l'impression enfin, c'est pas leur manquer de respect, mais justement, les grosses équipes qui sont affrontées leur ont pas montré de respect. Arsenal a joué contre eux et a arrêté de jouer à la mi-temps. Le Bayern a joué contre eux. On n'a pas eu un grand Bayern, mais on a vu Neuer se permettre de faire une action, c'est symbolique, hein, c'est un symbole, mais qui se permet de monter à
40 mètres de sa ligne et de presque de dribbler un joueur et de faire une super relance. Donc, vous savez, en ce moment, on parle beaucoup de termes, je sais pas si vous voulez beaucoup, on parle beaucoup d'aura. Et le PSG, c'est une équipe qui manque beaucoup d'aura et on le voit par rapport au respect que les grosses équipes, enfin les équipes du même standing, qui sont du même standing qu'eux, ben, leur montrent en fait le respect dans ces matchs-là. On n'a pas vraiment vu. Arsenal, j'ai regardé des matchs contre Arsenal. Ok, ils ont joué 45 minutes, deuxième mi-temps, ils sont revenus et ils n'ont pas joué et ils ont vraiment joué à la baballe et il n'y avait pas cette réaction d'orgueil du côté parisien. Donc, est-ce que la passe, elle est méritée? On ne peut pas dire que non. C'est vrai qu'il y a de la malchance, mais on ne peut pas dire que non. Quand tu n'arrives pas à battre le PSV de Noah Lang, tu ne peux pas te plaindre. Donc, ouais, je trouve que la 25e place, elle n'est pas déméritée en tout cas. Ouais, moi, pour continuer sur la lancée, et Enzo on parle un peu du problème offensif. C'est vrai que le PSG, après 5 matchs, c'est 3 buts. Les 3 buts, c'est ce qu'on peut dire que c'est Nuno Mendes, pas vraiment, c'est Gazaniga qui donne le but quand même. T'as Hakimi, même son but, là, on revient un petit peu les matchs. Je pense que Benitez aussi, il aurait pu faire mieux. Et t'as Warren Zaïre-Emery face à Atletico. Et en plus, déjà, j'ai l'impression que beaucoup de buts, ça vient d'erreurs adverses. Et le fait qu'aucun offensif marque, ça veut dire beaucoup de choses. Mais moi, si je dois répondre, est-ce que ça reflète la réalité? Au final, oui. En fait, j'ai l'impression que le PSG, c'est une équipe, quand elle est face à plus fort qu'elle, elle devient, je ne sais pas le terme expliqué, mais face au Bayern, j'ai l'impression que elle aurait pu jouer 10 000 ans, il n'y aurait pas eu de but. C'est-à-dire qu'il jouait pas mal. Hein. Enfin, moi, le match face au Bayern, honnêtement, je n'ai pas trouvé que c'était un mauvais match du PSG par rapport à d'autres matchs qu'on a déjà vus. C'était un match où il y avait une idée de jeu, on voyait ce qu'il voulait faire, mais quand tu arrivais, on va dire, dans les 30 derniers mètres, là, ça devenait peut-être trop gentil. C'est peut-être une équipe un peu trop gentille. Et face aux autres équipes qui sont censées être plus faibles, ben là, les occasions, tu les as, mais tu es inefficace. On va parler un petit peu après des offensifs. Donc, malheureusement, je trouve que le classement reflète un petit peu, c'est qu'ils y sont presque, mais ils y sont pas. Et 25e, je pense que c'est la place actuellement qui leur va le mieux parce que il leur manque un petit quelque chose pour faire partie d'eux. Et pour le moment, ils l'ont pas. Deuxième question par rapport à ce sujet. Et bon, je ne vais pas vous demander de rentrer trop dans les détails parce qu'on va parler de ces coupables, entre guillemets, dans la suite. Mais pour vous, à l'heure actuelle, la situation, qui serait le plus coupable? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est le coach? Ou je vous laisse un joker pour me dire, est-ce que c'est peut-être la direction sportive du Paris Saint-Germain et donc Luis Campos, Nasser El-Khelaifi et autres? Si je peux commencer, je pense qu'en fait, c'est une responsabilité qui est partagée, mais en fait, c'est des liens de cause à effet. Pour moi, ça part de la direction, de la construction de l'effectif. On a parlé de l'absence de neuf, mais ça, pour le coup, c'est aussi à imputer à Luis Enrique qui en voulait pas. Mais même dans la volonté de rajeunir l'effectif, j'ai l'impression que c'est plus une décision forcée par le départ de Mbappé et l'incapacité à tirer d'autres gros noms, plutôt qu'un choix vraiment, une décision de la part de la direction de changer complètement de cap. Là, j'ai l'impression que c'est plein de circonstances qui font que on n'arrive pas à tirer de grands noms, de grandes superstars, de vrais leaders techniques pour cette équipe aujourd'hui. Donc, on va partir sur un projet beaucoup plus jeune. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose aussi qui doit être imputé à Luis Enrique, qui a sa responsabilité notamment sur le front offensif, mais aussi sur la manière dont il fait jouer cette équipe. J'en ai parlé tout à l'heure, le jeu un petit peu trop stéréotypé. Et il a toujours voulu cultiver son jeu imprévisible. Il le répétait quasiment à chaque conférence de presse. L'objectif pour nous, c'est d'être le plus imprévisible pour l'adversaire et le plus prévisible pour nous. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse. Tu as des joueurs qui sont assez limités dans leur expression, qui savent pas forcément toujours quoi faire. Et au contraire, des équipes, et je crois que c'est Carter qui en parlait, notamment face aux gros clubs, où là, pour le coup, c'est sans appel. Face à Arsenal, il n'y avait rien à faire, et pourtant Arsenal était en gestion, notamment en deuxième mi-temps. Face au Bayern, même si tu l'as dit, Patrick, c'était plutôt un PSG, en tout cas pas décevant complètement. Voilà, le Bayern n'était pas exceptionnel et a réussi à dominer ce match. Donc, tu as vraiment des limites aussi intrinsèques à cette équipe. Mais c'est aussi de la responsabilité des joueurs parce qu'il y a des joueurs qui sont pas du tout à leur plein potentiel, à plein régime. Dembélé, on va pas refaire le débat, tout le monde connaît ce que peut proposer Dembélé. C'est un formidable créateur d'occasion.
de là en faire le leader d'une attaque au vu de son manque d'efficacité, puis même de ses limites qu'on connaît depuis le début de sa carrière, c'est impossible. Mais il y a d'autres joueurs comme je pense à un Bradley Barcola qui était sur une superbe dynamique, qui a prouvé qu'il pouvait faire énormément de mal et qui depuis 1 mois, 2 mois est beaucoup moins bien, au point d'être peut-être le titulaire le plus décevant du PSG. Et même au milieu, même si c'est pas forcément que de son ressort, Vitinha a pas la même influence que la saison passée, même s'il a été gêné par peut-être un retour qui a été trop rapide. Dans les buts, la gestion de Donnarumma et de Safonov, c'est aussi c'est la faute de Luis Enrique. Je pense que ça met pas en confiance un Donnarumma, mais c'est aussi de la faute de Donnarumma qui doit, quand tu as un gardien de classe mondiale comme ça, affirmer son autorité face à un gardien russe complètement méconnu qui a certes été pisté en Russie, qui était plutôt bon en Russie, mais quand tu es Donnarumma, tu dois pas ne serait-ce qu'ouvrir le débat à une potentielle concurrence avec un joueur comme Safonov. Voilà, il y a plein de responsabilités individuelles qui découlent aussi indirectement des choix de la direction, parce que ces individualités sont moins bien entourées que par le passé, et des choix de Luis Enrique de mettre des joueurs qui sont pas forcément dans leur meilleure disposition. Je pense à un Nuno Mendes qui ça n'a pas été le cas face à Auxerre, mais qui généralement est le 3e défenseur. On sait que c'est pas du tout le rôle dans lequel il excelle. Ouais. Donc Enzo parlait de liens, un petit peu de cause à effet entre les 3 parties. Kurt Hermous, vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez envie de peut-être mettre un des 3 plus en avant que les autres? Je pense qu'il a bien résumé la situation. Moi, je vais être plus bref et je vais juste désigner un coupable qui, selon moi, ou le coupable qui, selon moi, porte le plus de charges par rapport aux résultats qu'on voit depuis le début de la saison. Moi, c'est vraiment la direction. Donc moi, j'ai vraiment me focaliser sur Nasser et j'ai oublié le nom du directeur technique. Luis Campos. Luis Campos, c'est ça. Ouais. Et en fait, voilà, moi, je leur blâme pour la construction de l'équipe, en fait, avec leur expérience, parce que les Nasser, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est là. Donc, il en a vu des saisons. Il en a vu enfin, je suppose qu'il a vu depuis plus de 10 ans, c'est 2012, donc ça fait même 12 ans, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionnait pas. Mais Campos, il a quand même beaucoup d'expérience maintenant. Je sais qu'il s'entend très très bien avec Enrique qui travaille main dans la main, mais en fait, la construction de l'équipe, pour moi, elle est orgueilleuse. Elle est orgueilleuse parce que tu t'es dit qu'avec des bouts de bois, tu pouvais peut-être créer une des meilleures équipes du monde et pouvoir retirer la gloire. Regardez Enrique, regardez Campos avec le peu qu'ils ont. En fait, je crois qu'ils ont voulu trop mettre le coach en avant par rapport aux joueurs. Je pense que c'est ça, cette saison, on s'est dit, enfin, ils se sont dit, peut-être de manière inconsciente, Enrique sera le chef de projet, c'est lui qui sera en avant, avec une équipe avec moins d'individualité, moins de stars, et avec 2-3 bons joueurs et 9 bouts de bois. Je dramatise un petit peu, on ira au bout du projet, on ira gagner des titres. En tout cas, la construction d'équipe, elle est pour moi presque incompréhensible, et j'aime bien le dire orgueilleuse parce que tu t'es vraiment dit qu'avec ça, tu pourrais faire quelque chose. Je suis même pas sûr que Tite Léguin, il est acquis pour eux, et c'est en dit long sur leur saison. Quelque chose à rajouter de ton côté, Muse? Moi, je suis assez d'accord avec ce que Enzo et Carter ont dit. Ici, la faute, elle est partagée, que ce soit au niveau des joueurs, de la direction, du coach. La direction n'a pas bien remplacé Kylian Mbappé. Il n'y a qu'à voir l'efficacité face au but. Le coach, Luis Enrique, ici, n'arrive pas à imposer son style de jeu, ou bien n'a pas les joueurs pour. Son système de jeu ne fonctionne clairement pas. On le voit, que ce soit un peu en Ligue 1, malgré le fait qu'il soit leader, ou là, ici, où c'est beaucoup plus frappant en Ligue des Champions, ils sont 25e. Et voilà, donc c'est un cocktail qui ne prend pas. J'ai l'impression que c'est de l'eau et de l'huile, tu mélanges. Mais voilà, ça reste différent. Et j'aimerais aussi ajouter, et j'ai vu que personne n'en a parlé, mais je pense que cette équipe a aussi un problème mental. Souvent dans la difficulté, on voit quasiment jamais de réaction. Contre le Bayern n'était pas flamboyant. Il y avait de quoi aller chercher une égalisation. Et tu avais l'impression que les joueurs, ça leur faisait ni chaud ni froid d'aller chercher une égalisation. Ou ce partage contre le PSV où tu es à domicile, pas de réaction. À domicile aussi contre l'Atlético, tu perds 1-2 et j'ai l'impression que les joueurs s'en foutent, que le coach fait des changements, mais ça apporte rien. Donc non, c'est une faute partagée. Et il y a aussi un problème mental, comme pour faire un peu le parallèle avec la Belgique,
où le mental ne tient pas. Et ça date pas de maintenant, mais ça fait une décennie que c'est le cas avec le PSG. Et je pense, si je peux rebondir là-dessus, Patrick, je pense que c'est dû justement ce manque de réaction aussi à la construction de l'effectif. T'as un effectif hyper jeune, ça manque cruellement de leadership. Aujourd'hui, dans le 11, t'as que un Marquinhos qui donne vraiment de la voix, un Vitinha aussi qui a une certaine forme de leadership, mais ça reste très léger. Pour le reste, même un Dembélé qui est l'un des plus expérimentés en termes de leadership, c'est quasiment zéro. Donc il y a certes un manque de réaction, une vraie lacune mentale, mais là aussi, ça revient un petit peu à la construction de l'effectif et au choix qui a été fait. Et j'en avais parlé il y a quelques temps, mais je disais que je trouvais le projet du PSG aujourd'hui difficile à juger à l'instant T, parce qu'en fait, c'est un projet qui est voué à évoluer sur le long terme, à être bien mieux jugé sur le long terme. Aujourd'hui, on dit il y a quasiment aucun joueur de classe mondiale à son poste, à part peut-être Achraf Hakimi. Mais tu as à côté beaucoup de joueurs au potentiel de classe mondiale. Je pense à un Joao Neves, à un Warren Zaïre-Emery qui est encore beaucoup plus jeune, même à un Bradley Barcola qui, même si ces derniers temps c'est très léger et très décevant intrinsèquement, je pense qu'il a le potentiel pour peut-être devenir un des meilleurs à son poste. Je pense que ce projet au final il sera beaucoup plus pertinent de le juger dans 2 ou 3 ans. Le souci, c'est que est-ce que quand tu es le PSG, quand tu as une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions, qui l'attend depuis des années, tu peux te permettre d'avoir une période de transition de 2 à 3 ans. En fait, c'est ça le problème. Je suis pas sûr que ce club et que ses supporters aient la patience, et ce que je peux comprendre totalement, parce que tu es un club qui est voué à gagner quand même, et la patience d'attendre 2 à 3 ans que ces jeunes joueurs, un peu à la façon de Chelsea, prennent de l'ampleur et soient au niveau qu'on attend d'une équipe comme celle-là. Ouais, après, c'était le projet. Hein. C'était un projet sur 3 ans, je pense, qui avait été proposé à Luis Enrique en disant voilà, on donne l'équipe, tu auras moins de pression que tes prédécesseurs. Donc, que ce soit Galtier et puis Pochettino qui ont fait qu'une saison chacun, c'est ça? Pochettino fait 1,5. Ouais, 1,5, voilà. Ce qui remplace la fraude de Thomas Tuchel. Donc, on lui a dit écoute, ici, tu auras moins de pression que tes prédécesseurs. Et du coup, tu as un projet sur 3 ans, tu laisseras le temps de construire une équipe et tu es jusqu'au bout. Mais Enzo l'a assez bien dit, le PSG, c'est pas un club et c'est pas une équipe où tu as le temps. Ouais. T'as le temps. Et surtout que ça aide pas si tu t'embrouilles avec tous les médias. Et bon, vu que les médias ont quand même un pouvoir assez important, peut-être que c'est peut-être pas la bonne solution que Luis Enrique emploie. Dernière question pour finir ce sujet. Petit prono. Donc, je vous ai dit qu'il reste maintenant donc Salzbourg, City, Stuttgart, Paris. Est-ce que ça va finir dans le top 24 en janvier? Moi, je reste quand même optimiste. Je dirais que ça reste dans le top 24. Je dirais même 2 victoires et un nul avec un peu de chance. Positif. Moi, de mon côté, là, aujourd'hui, on est à 4 points. Je pense que le cut, il se fera à 8 ou 9 points. Donc, il te faut 2 victoires pour en être sûr. Salzbourg, je pense que ça peut faire victoire. Si tu vas pas gagner à Salzbourg, t'as rien à faire sur la suite de la compétition, honnêtement, même si la dynamique est pas folle. Pareil pour Stuttgart, leur dynamique est pas incroyable. Et je pense que tu peux aller gagner. Et City, là aussi, leur dynamique est pas exceptionnelle et tu peux clairement envisager au moins un nul. Et l'avantage, c'est ce que j'avais noté entre la différence entre ces 3 derniers matchs et les 5 premiers, c'est que les 5 premiers, dans l'ensemble, si on met de côté le niveau des clubs, tu avais des équipes qui étaient globalement très fortes défensivement. Je pense au PSV qui, aux Pays-Bas, est l'une des équipes les plus solides défensivement. L'Atlético, on n'en parle pas, on connaît ce qu'est l'Atlético. Le Bayern, la charnière Kim ou Upamecano a rené depuis l'arrivée de Kompany. Puis Arsenal, on n'en parle pas. Je pense que c'est la meilleure défense d'Europe aujourd'hui. Alors que sur les trois derniers matchs, Salzbourg, ils en ont pris 4 à domicile face à Brest. Et puis c'est pas la seule équipe qui est venue leur mettre tarif. City, pareil, en ce moment, c'est une catastrophe défensive collective individuelle. Et puis Stuttgart, c'est aussi un jeu très ouvert. Donc je pense que c'est des clubs et des blocs beaucoup plus adaptés à ce que aux performances du PSG et au style du PSG. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que Enzo vient de dire. Ce que je peux rajouter, c'est que je sais pas du coup si ce sera un avantage ou pas pour le PSG. C'est que là, bon, Stuttgart et Salzbourg sur le papier étaient plus forts.
si tu prends les matchs sérieusement, tu devrais prendre des points. Et pour revenir sur le cas City, c'est que pendant que toi tu seras en trêve, eux, ils vont se taper un Boxing Day où il y aura des matchs les 3 ou 4 jours. Bon, je sais pas, ça dépend sur sur quelle position tu te mets en disant voilà, eux ils auront du rythme, ils auront joué des matchs donc ils seront en forme, ou alors tu as le PSG qui a, entre guillemets, se sera reposé quelques semaines avec des joueurs qui reviendront rafraîchis. Moi, je suis plus de ce côté-là, en me disant que ben voilà, je pense que ils ont quand même toutes les cartes encore entre leurs mains pour pas qu'il y ait de catastrophe et qu'ils ne se qualifient pas. Donc, ils ont les cartes entre les mains en fait pour que ça passe. Donc, je pense que ça devrait le faire. Après, j'aimerais aussi rajouter le fait que ici, le PSG va jouer sous pression parce que tu te dis que dans tous les cas, je dois avoir minimum 2 victoires pour essayer d'être dans les 24. Donc, comment est-ce que ce PSG-là va gérer cette pression-là? Et ça aussi, faut se poser cette question aussi. Et que tu as aussi t'as Dembélé qui sera suspendu pour le prochain match, après ça rouge aussi. Donc bon, après bon, il était là à presque tous les autres matchs, vu qu'il y a aussi le cas Arsenal où il a pas pris et on a vu que ça n'a pas été exceptionnel, donc on verra. Moi, si je peux mouiller, moi, non. Moi, il faut quand même que quelqu'un soit différent. Non. Moi, je pense que ça saute. Après, je pensais être pareil l'année passée, dans le groupe de la mort, et puis au final, Milan a décidé de faire du bénévolat, de battre Newcastle alors que ils n'avaient plus rien à jouer à part une place en Europa League. Mais là, je me dis, Salzbourg est en crise, donc je pense, au final, je me dis, Girona, cette saison, c'est pas une équipe de dingue et tu as quand même galéré. Et bon, là, même en Ligue 1, c'était sur 2 matchs où tu gagnes pas, où tu marques même plus, en fait, d'ailleurs. Et puis, bon, on va parler aussi, il y a aussi un contexte maintenant où tu as l'impression qu'à tout moment, ça peut exploser. Donc, je me dis, Salzbourg, normalement, tu es censé gagner, mais on ne sait jamais. City, justement, ce sera en janvier, donc je me dis, d'ici janvier, je pense que peut-être ils auront trouvé un truc. Et Stuttgart, c'est une équipe qui va pas très bien, qui en a pris aussi beaucoup. Je pense face à l'Étoile Rouge de Belgrade, ils ont pris un vrai score. Mais c'est aussi une équipe que j'ai vue au Bernabeu faire un vrai match face à la Juve. Le jeu, le nombre d'occasions qui sont procurées, ils les ont explosés. Donc je pense que ça peut être une équipe aussi qui peut être très chiante. Donc moi je vous le dis, fin janvier, c'est la catastrophe et le PSG est éliminé avec 7 points. Avec 7 points sur 8 x 3, 24. Avec 7 points sur 24. Voilà, moi je vous l'annonce. Je ne pourrais pas dire que vous n'étiez pas prêts. Tu t'es mouillé. Mais c'est déjà fou de se dire qu'une élimination dès le premier tour de Ligue des Champions, c'est probable aujourd'hui pour le PSG. Ouais. Juste ça, ne serait-ce que ça, c'est un petit aveu d'échec. Surtout qu'il y a un monde où les 3 autres clubs de ton pays passent, et peut-être même qui sait 1 ou 2 dans le top 8. Et là, ça va faire mal. C'est ça. Donc, on va passer au sujet suivant, et il faut évidemment parler du coach. Donc, on en a déjà parlé un petit peu en filigrane de Luis Enrique. Un petit peu pour poser le contexte. Donc, belle première saison quand même, avec le doublé national. La Coupe de France, ça faisait assez longtemps que le PSG ne l'avait plus gagné. Une demi-finale de Ligue des Champions, avec cette double confrontation face au Barça, où tu reviens. Merci Ronald Araujo, on te remerciera jamais assez. Mais au final, une demi qui laisse pas mal de regrets, avec aucun but marqué dans la double confrontation face au Borussia Dortmund. Là, on est donc dans une deuxième saison un petit peu plus compliquée, même beaucoup plus compliquée pour Luis Enrique. On a aussi parlé du souci du numéro 9. Donc, Paris a commencé la saison avec ses 2 numéros 9, même s'il n'y avait pas vraiment eu de choix ou de réussite la saison passée. Là, c'était un petit peu acté que c'est Gonzalo Ramos qui allait assurer le poste avec le départ d'Mbappé. Évidemment, il s'est blessé au premier match de Ligue 1 face au Havre. Donc, on a décidé de ne pas le remplacer parce qu'il devait quand même revenir avant le mercato d'hiver, et on se disait que d'ici là, on pourrait faire avec. Apparemment, non. Kolo Muani, en remplaçant, a évidemment 0 titularisation en Ligue des Champions. On a eu plusieurs tests. Kangin Lee, Asensio, une attaque à 2 face au Bayern avec Barcola et Dembélé. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce souci du numéro 9? Comment c'est géré par Luis Enrique? Est-ce que pour vous, c'est pertinent, entre guillemets, de peut-être avoir fait le choix de se dire je fais confiance en Ramos en ce retour, je peux jusque-là, ça peut fonctionner, de ne pas aller sur on parlait beaucoup d'un Osimhen, évidemment, qui, avec sa situation au Napoli, on savait qu'à un moment, le Napoli allait être obligé de vendre ou prêter. Les tests aussi, Asensio, Kangini, est-ce que vous les comprenez? J'ai envie un peu d'avoir votre avis sur les différentes situations. Je vais commencer. Moi, je pense que c'est un peu regrettable que Luis Enrique ne fasse pas plus confiance en Kolo Muani. Il a placé carrément toute sa confiance en Gonzalo Ramos. Et donc, quand
quand il y a ce genre de truc, c'est que ton joueur il se blesse, tu te retrouves sans plan B et tu commences à faire des tests un peu Asensio, Lee, tu fais des tests, comme tu l'as dit, Barcola, Dembélé, et tu vois que ça donne rien. Et c'est le gros problème du PSG cette saison, c'est que tu n'as pas de neuf. Ton neuf titulaire est blessé, tu as un autre neuf à qui tu donnes aucun temps de jeu ou tu lui fais pas confiance, et tu te retrouves avec des ailiers qui doivent jouer dans un système différent qu'ils connaissent pas forcément. Et voilà, donc face au but, ça manque de réalisme. Et il y a rien d'étonnant en fait dans les résultats de cette saison. Ouais, bah, je suis d'accord avec Muse, parce que quand tu joues avec un faux neuf, le but c'est aussi d'avoir des ailiers assez efficaces devant le but, vraiment des ailiers finisseurs, parce que voilà, c'est des joueurs qui seront beaucoup plus réaxés, beaucoup plus souvent en situation de frappe. Le truc c'est qu'un Barcola peut être adapté, même si on a assez peu de certitude sur son cas, mais un Dembélé, on sait pertinemment que c'est pas du tout le bon profil, c'est même le profil opposé à ce que veut Luis Enrique. C'est pour ça que d'ailleurs je le trouve plus pertinent en faux neuf, où il est où il a peut-être moins de responsabilités offensives devant le but, plutôt que sur un poste d'ailier où il est beaucoup plus souvent en situation de frappe. Mais ouais, je suis d'accord avec Mus dans l'ensemble. Je pense que surtout après la blessure de Gonzalo Ramos, le PSG aurait dû aller sur un neuf, parce que on sait que Randal Colomwani n'est pas le neuf adapté à Luis Enrique, et pourtant je trouve sa gestion, son utilisation assez regrettable, parce qu'il est mis au placard alors que c'est un joueur qui pourrait apporter notamment au poste d'ailier droit. Je l'ai dit, c'est un poste où t'es vite réaxé dans un système de faux neuf, et je pense que Colomwani pourrait être adapté dans ce schéma, surtout face à une équipe, je pense notamment au Bayern Munich, où j'ai été très étonné de ne pas le voir entrer, ne serait-ce qu'entrer, parce que pour le coup, je pense que ça aurait été le match parfait pour lui, face à une équipe qui va dominer, donc face à qui tu auras des espaces, face à qui tu auras de vraies transitions. C'est le meilleur joueur de transition, peut-être avec Barcola dans cette équipe, et c'est surtout après le carton rouge de Dembélé, à 10 contre 11, tu sais pertinemment que ta seule chance de marquer, ce sera en transition, et tu préfères faire rentrer des Asensio, des Gonzalo Ramos qui n'avaient pas joué depuis 3 mois. Je trouve que le désaveu, il est terrible, la gestion, notamment mentale aussi de ce joueur, elle est terrible. Et au final, je pense que sur la question du faux neuf, Luis Enrique a tout faux de sa décision de ne pas recruter un neuf, que ce soit Gyökeres ou Osimhen cet été, alors que Luis Campos voulait, jusqu'à l'utilisation qu'il en fait aujourd'hui. Limite, il est prisonnier de sa décision, parce qu'avec la blessure de Gonzalo Ramos, il n'a aucune possibilité de mettre quelqu'un d'autre qu'un Asensio ou qu'un Lee, sachant qu'il ne veut pas de Randal Colomwani. En fait, il s'est rendu, il s'est mis tout seul dans la merde, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, mais c'est clairement de sa faute, je pense, pour le coup, cette gestion du faux neuf catastrophique quand on voit les résultats en Ligue des Champions. Ouais, et pour revenir, excuse-moi Patrick, pour revenir sur le cas du neuf et de Victor Osimhen, il était libre. Pourquoi ne pas l'avoir pris en prêt, ne serait-ce que 6 mois? En quoi ça aurait changé quoi que ce soit dans ses plans? Justement, ça aurait ramené un petit plus, et le PSG ne serait pas dans la situation actuelle aujourd'hui. Donc je comprends pas. Il y a un choix aussi du coach, où je me dis que, donc là tu as bien titré problème d'ego, c'est que son ego prend le dessus sur la logique et la tactique. Tu sais que tu perds ton neuf très tôt dans la saison et qu'il va revenir après des mois. Tu as des neufs disponibles sur le marché et tu t'entêtes à essayer des systèmes qui ne fonctionnent pas. Non, ouais, moi je suis totalement d'accord avec vous. Je comprends pas ce qu'il a voulu faire. Enfin, honnêtement, à la limite, je pouvais comprendre le truc de on recrute pas de neuf. Si c'était pour donner la chance à Colomwani, en plus, même la saison passée, il était dans l'extrême inverse, où Colomwani, sur la phase de poule, il joue presque tous les matchs avec des champions titulaires. Et sa gestion, je la comprends pas, parce que ok, il peut ne pas fitter avec ton idée de jeu. Tu as peut-être besoin d'un joueur qui est plus capable de participer, de combiner avec les autres. Normalement, un entraîneur, il doit s'adapter s'il n'a pas les outils qu'il a en main. Et lui, apparemment, veut pas. Et comme Enzo le disait, avec la gestion face au Bayern, je trouve que c'est une catastrophe. Enfin, t'as lui qui est censé être en forme physiquement. T'as une équipe qui joue d'une certaine manière qu'il connaît parce qu'il a déjà joué en Bundesliga. Et même si tu ne fais pas jouer titulaire, imaginons que tu ne fais pas jouer titulaire, tu fais monter Gonzalo Ramos qui n'a pas joué depuis fin août, début septembre. C'est une catastrophe la gestion. Enfin, je ne sais pas comment tu veux après te dire que le joueur, Colomwani,
On va en parler un peu après qu'il y a, on va dire maintenant, je ne vais pas dire des guerres d'ego, mais il y a beaucoup de rumeurs qui sortent. Comment tu veux que Kolo Muani, après, il soit encore, enfin, que dans sa tête, ça aille encore, quand il se dit, enfin, presque si Luis Enrique pouvait faire monter un de ses assistants numéro 9 à la place de Kolo Muani, il le ferait. Et donc, moi, je comprends pas son idée où il veut en venir, parce que quand Lee, je sais qu'en gros, en Ligue 1, sur des matchs, ça a marché. Contre Arsenal, on a vu que, voilà, au top niveau, ça n'avait pas de sens, en fait, ce genre de choses. Donc, je comprends pas pourquoi il s'entête à jouer comme ça, que même pas un seul match sur 5, il teste Kolo Muani, parce que ça lui coûte rien. Enfin, à partir du moment où ça marche pas, les autres, autant tester. Donc là, en tout cas, moi, je trouve que la situation du numéro 9, c'est peut-être celle qui répond le mieux au titre, on va dire, qu'il y a ici, Luis Enrique, problème d'ego. C'est vraiment une question d'ego où il veut gagner à sa manière, et sa manière, c'est pas avec un numéro 9 qui va prendre la profondeur. Non, moi, j'ai envie d'avoir un numéro 9 qui combine, qui sait jouer avec les autres. Et surtout, c'est quel genre de message que tu envoies à Kolo Muani, comme tu viens de dire. Donc, limite, il préfère envoyer son assistant ou le remplaçant du remplaçant du remplaçant, plutôt que lui, à part se mettre une partie du vestiaire à dos. Moi, je comprends pas son délire là-dedans. Ben, ta question, il est répondu. Quel message t'envoie? Ben, il l'a dit. Je pense que le message était clair. En conf de presse, il a dit j'ai pas d'attaquant. Si c'est attaquant, donne-le-moi. J'ai pas d'attaquant dans mon club. Il le dit. Je pense qu'il n'y a pas pire pour un joueur qu'un coach qui. Tu sais, il y a eu ces histoires de coach Mourinho, entre guillemets, qui titillent un peu en conférence de presse. Mais il n'y a pas pire qu'un coach qui dit qu'il compte pas sur toi du tout. Parce que clairement, il dit bah, j'ai pas de neuf. Si vous avez un neuf, donnez-le-moi. Il dit j'ai pas de neuf. Alors que t'as Kolo Muani qui est là, tu vois. Donc, mais quel message t'envoie? Ben, le message, il est clair. Et pour répondre à la question, c'est un problème d'ego, ben, c'est clair. À plusieurs étages. Le premier, c'est par rapport au système de jeu. Moi, j'avais déjà eu le débat avec Patrick il y a quelques mois ou presque quelques années aussi. Est-ce qu'on voit un grand coach parce qu'il a un système de jeu en tête et qui s'entête jusqu'à ce que ça marche? Ou alors un grand coach, c'est un coach qui, avec ce qu'il a en main, arrive à s'adapter et à tirer le meilleur des joueurs qu'il a en sa possession. Ben là, on se rend compte que dans les deux cas, c'est pas le cas pour Enrique. Il s'entête par rapport au système qu'il a. Il y a quelques joueurs qui pourraient fitter avec ce qu'il a en tête, mais ça marche pas. Alors tu peux dire, ok, ben, avec les joueurs que j'ai en possession, je vais tirer le maximum de ce que j'ai de Kolo Muani, parce que on ne dira pas qu'il n'a pas de qualité, il en a. Je passe pas d'un joueur qui met 30 buts, toutes saisons confondues, à un joueur qui, et puis on le voit en sélection, il rend service à Deschamps. Donc, je veux dire, on ne dira pas qu'il n'a pas de qualité. Donc, je pense qu'un grand coach, c'est aussi quelqu'un qui est capable de tirer le maximum des joueurs qu'il a en sa possession. Deuxième point, on parle de système de jeu. Deuxième point, c'est gestion de groupe. Bon, on connaît le personnage, on l'a vu à Barcelone. C'est un coach qui a même voulu prendre la lumière, entre guillemets, de Léo Messi. On sait qu'à Barcelone, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait depuis que Messi était là. C'est un coach qui n'a pas hésité à un peu rentrer dans Messi en conférence de presse, en match, en changeant un peu de position sur le terrain. En sélection, quand il arrive en Espagne, c'est lui qui a mis Ramos de côté, si je ne dis pas de bêtises. À l'époque, il n'appelait plus Ramos, il y a eu des soucis avec ça aussi en sélection. Voilà, c'est un coach qui aime prendre beaucoup de lumière, beaucoup de place, qui s'entête à chaque fois, j'ai raison, qui a l'impression de mieux connaître le foot que n'importe qui. Et d'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse des journalistes, il l'a dit. Il a dit, moi, je ne parle pas aux journalistes parce que je connais mieux le foot qu'eux. Alors oui, intuitivement, on le sait qu'il connaît mieux le foot que nous, Enrique. On le sait, on n'a pas besoin de nous le dire qu'Enrique, c'est un génie du football. On le sait, à l'instar des coachs espagnols comme on a Emery, comme d'autres, c'est un génie du football. C'est un génie du football et il connaît très bien le foot. Il n'a pas besoin qu'ils nous le disent. Mais il y a cet ego, il y a cet orgueil de je veux tout m'accaparer et je sais mieux que vous. Quand ça marche, ben, tant mieux, on ne dira rien. À l'instar de Mbappé, quand tu as un peu d'orgueil, quand ça marche, on ne dira rien. Mais quand ça ne marche pas, ben, on voit que ça crée des conflits. Tu es en conflit bon, on ne sait pas, mais on le sent, avec Dembélé, avec Kolo Muani, avec ton gardien titulaire qui, quand même, bien que moi j'ai un grief un peu contre Donnarumma, mais c'est quand même un des meilleurs gardiens du monde. Hein. Certes, il fait des erreurs, certes, il n'est pas toujours fiable, mais moi, je l'ai vu à l'Euro 2021 et être élu meilleur joueur de la compétition. Pour un gardien, désolé, mais ça vaut ce que ça vaut. Tu es en conflit avec ton capitaine qui est Marquinhos, on sait que les relations ne sont pas top. Pourtant, Marquinhos, depuis 2013, il est au PSG. Il en a vu des coachs, il en a vu des groupes.
Et les joueurs à qui tu fais vraiment confiance, ils ne te répondent pas sur le terrain. Bonjour Fabien Ruiz. On sait que tu étais bon à l'Euro, mais il faut se réveiller un petit peu. Et tu lui fais confiance week-end sur week-end sur week-end sur week-end. Moi, depuis qu'Enrique est arrivé, donc depuis l'année passée, j'ai pas de souvenir d'une fois où Fabien Ruiz leur a dit quelque chose sur le terrain. Tu changes de poste, entre guillemets, Nuno Mendes. Tu sais que c'est pas un défenseur central. Tu sais que c'est pas. Tu sais même que son poste, c'est défenseur gauche, mais c'est plus latéral gauche qu'il est. Non, tu t'entêtes à le faire jouer défenseur central gauche. Ça ne fonctionne pas, mais tu t'entêtes. Bon, et je pense que se poser la question, c'est même lui faire honneur. Est-ce qu'il y a un problème d'ego? C'est même lui faire honneur, se poser la question. On sait qu'il y a un problème d'ego, et ça a toujours été le cas. Sauf que là, vu qu'il y a moins de résultats, c'est mis en avant. Et donc, t'en parlais justement, il y a aussi, il y a plein d'autres choses que le cas du numéro 9. Donc, il y a l'utilisation de Nuno Mendes comme troisième central, et c'est la liberté qui est plus donnée à Hakimi qui a cette voie de pouvoir utiliser son côté un peu comme il veut. On a aussi les rumeurs qui sont sorties la semaine dernière dans l'équipe sur, on va dire, la remise en question de Luis Enrique par l'entourage de certains joueurs. On a eu Barcola qui comprend pas trop ce qui lui est demandé sur le côté, Fabien Ruiz non plus, Kimpembe qui comprend pas pourquoi il n'a pas le droit de réintégrer le groupe parce que face au Bayern il était dans le groupe, puis le week-end suivant il l'est plus. On a aussi Dembélé avec qui apparemment ça passe de moins en moins. Avec tout ce qui se passe cette saison, est-ce que là vous vous dites, entre guillemets, est-ce que ça peut encore marcher entre le PSG et Luis Enrique? Est-ce que juste là on est en train d'observer une sorte d'agonie où une élimination serait juste la cerise sur le gâteau pour que tout explose? Ou vous vous dites quand même, bon, Luis Enrique, ça reste un grand coach, c'est une difficulté certes, mais à un moment il va régler tout ça. Avant de laisser la parole aux deux autres, j'ai une question. Il était prolongé il n'y a pas très longtemps, Enrique. C'est pas officiel, mais ouais, ce serait acté apparemment. Manque juste l'officialisation, mais dans les faits, c'est fait. Voilà. Je pense que le board n'a pas envie de s'avouer vaincu. Et... Enfin bref. Ce serait pas la première fois qu'il vire un coach après l'avoir prolongé. Hein. C'est ça. Malheureusement, c'est une petite habitude qu'on a prise. Mais pour en revenir à ta question, Patrick, déjà, les rumeurs dont tu parlais, faut savoir que si ça sort, c'est que c'est des infos qui ont été données par les entourages. Si les entourages y parlent, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'il y a de vraies tensions. Et pour moi, je pense que c'est pas forcément des rumeurs, c'est vraiment des infos et on relate ce qui se passe dans le vestiaire, dans le groupe, et les tensions, la méfiance qu'il peut y avoir entre le groupe, certaines individualités et le coach. Et je disais au début de l'émission tout à l'heure que c'est un projet qui doit être jugé plutôt dans 2 à 3 ans plutôt qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas le minimum syndical d'un club qu'est Paris, mais qu'on pouvait juger ce projet dans 2 à 3 ans. Le souci, c'est que ce projet, il faut qu'il tienne 2 à 3 ans et il faut que le coach se fasse accepter par son groupe pendant 2 à 3 ans. Aujourd'hui, avec la dynamique, la tournure que ça prend, je suis pas sûr que ce coach puisse garder son groupe 2 à 3 ans. Quand tu vois, on est seulement en décembre, on sait que le PSG, ça part en cacahuète plutôt vers mars-avril. On est seulement en décembre, il n'y a pas encore on n'est pas éliminé officiellement et ça part déjà un petit peu dans tous les sens. C'est ça qui me fait peur sur l'avenir que tu peux avoir avec ce coach sur le terrain. On l'a dit, il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher, son jeu stéréotypé, le manque d'efficacité qui est causé par ses choix. Mais entre guillemets, c'est encore un projet de jeu, un projet dans sa globalité qui est en construction. Mais le truc que tu veux, qui te faut quand tu veux durer dans un club comme Paris, c'est le soutien du groupe qui est plus aussi indéfectible que la saison passée, et aussi le soutien des supporters qui, dans la même lignée, est plus aussi fort que la saison passée, où limite l'année dernière auprès des supporters, ils faisaient quasiment l'unanimité, qui était aussi le cas dans le groupe. Cette saison, c'est plus du tout le cas. C'est pour ça que je pense que malheureusement, si on s'en tient, si on prend l'ensemble et pas seulement ce qui se passe que sur le terrain, je suis pas sûr que Luis Enrique soit le coach d'avenir de ce PSG, le coach qui va enfin durer 2 à 3 ans. Je pense malheureusement que le contexte, il l'utilise très mal, il l'utilise contre lui. On sait que les médias, c'est très très fort. Il y a un journaliste que je côtoie chaque semaine du côté de Lille et qui a l'habitude de dire la presse finit toujours par avoir raison, que ça soit à court, moyen ou long terme. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer avec le PSG, parce qu'on sait que la presse est contre Luis Enrique par ses déclats en conférence de presse, son attitude envers les journalistes et les entourages.
ils se prennent un malin plaisir à aller parler à la presse parce qu'ils savent pertinemment que la presse va se faire un malin plaisir à sortir tout ce qu'il peut y avoir contre un Luis Enrique. Donc sur l'avenir de Luis Enrique, honnêtement, je suis pas hyper optimiste pour lui, même si, personnellement, je pense qu'il faudrait lui laisser un petit peu plus de temps malgré tous les griefs qu'on peut avoir contre lui. Moi, j'aimerais rajouter aussi quelque chose. Je dirais même que c'est une erreur de casting, connaissant le personnage, connaissant son caractère, connaissant sa toxicité avec ses anciens clubs et ses anciens joueurs. Ce projet, pour moi, dès le début, j'y croyais pas. Au début, je me suis dit, allez, pourquoi pas un petit peu de caractère, mais vu la tournure que ça prend, se mettre à dos son œuvre remplaçant, le critiquer publiquement, limite l'humilier en disant que j'ai pas de neuf, donnez-moi un neuf. Je pense qu'il s'est tiré une balle déjà dans le pied à ce moment-là. Et un club comme le PSG, avec les moyens que le plus gros club de France a, je pense que les supporters n'ont pas le temps de se dire que on construit un projet sur la durée, ils veulent des résultats tout de suite et maintenant. Et je pense que c'est pas le profil qu'il fallait au vu de son caractère, mettre certains cadres à dos, donner de la confiance à certains qui ne, comme Carter l'a dit, ne brillent pas, mais pourtant de semaine en semaine ils sont titulaires. Et voilà. Et je sais pas, c'est même ses choix tactiques. Comment tu peux donner dans le sens où tu fais confiance aveugle en Dembélé, tu le limite, comment dire ça, tu dis que c'est ton leader offensif et ce leader offensif-là n'apporte rien, rate tout devant le but. Enfin, je sais pas, en fait, il y a rien qui va, que ce soit au niveau de la direction et ce coach-là, moi j'y crois pas. Donc, si ce club sort en Ligue des Champions, ça m'étonnerait pas, mais je pense que c'est vraiment très grave et on pourrait même se dire, même s'il y a une prolongation en vue, se poser la question et se dire que cette relation-là ne va pas fonctionner et que c'est beaucoup trop toxique. Moi, je ne crois pas en un coach qui essaye d'imposer une idée et au final, force et ça ne marche pas. Et pour ajouter là-dessus, Luis Enrique, il y a quelque chose de particulier, et on en parlait avec l'Espagne et Ramos par exemple, c'est que c'est un coach qui veut aucune tête plus haute que d'autres, il veut des joueurs vraiment à sa main, pas de stars. Le souci, c'est que dans tous les grands clubs, tu as des stars, tu as des joueurs qui ont beaucoup plus d'importance, qui ont parfois même une importance sur des choix tactiques. On en parlait avec Messi du côté de Barcelone. Le truc, c'est qu'elles ont cette légitimité dans les performances, dans ce qu'elles proposent sur le terrain, dans ce qu'elles rendent à leur coach, cette légitimité pour avoir un certain statut. Aujourd'hui, le PSG, le projet du PSG, il a fait de joueurs qui sont pas prêts à avoir ce statut, qui n'ont pas la qualité sportive pour avoir ce statut. Il a fait de ces joueurs des stars qui, en fait, viennent amener des problèmes. On le voit, il y a plein de problèmes aujourd'hui, tu l'as dit Patrick, dans tout ce qui est sorti dans l'équipe, plein de problèmes avec des joueurs qui réclament des choses, qui réclament de certaines choses auprès du coach selon leur statut, alors qu'elles n'ont pas forcément la légitimité dans les performances pour le réclamer. Je pense à un Ousmane Dembélé dont on parle beaucoup, même un Donnarumma en soi, même si c'est l'un des meilleurs gardiens intrinsèquement, l'un des meilleurs gardiens du monde, aujourd'hui, dans ce qu'il propose, dans ses performances sur les derniers mois, il n'a pas la légitimité pour dire je suis le numéro 1 incontesté d'un club comme Paris. Et en fait, tu as créé un problème par tes choix sportifs, par ta construction d'effectifs, en faisant de joueurs, entre guillemets, je vais être provocateur, mais de joueurs mid, des joueurs stars de ton club, alors qu'elles n'ont pas la légitimité. Ouais, moi, si je vais répondre à ma propre question, je ne serais pas dans l'extrême comme Muse. Pour moi, je comprenais l'idée de faire venir un Luis Enrique, justement un coach de caractère un petit peu, parce que bon, si c'est pour avoir un Galtier qui a les yeux remplis d'étoiles quand Messi est à l'entraînement, c'est peut-être pas ce qu'il fallait. Un coach qui directement il est arrivé, il a dit bon, moi Neymar, j'en veux pas, Verratti. Je comprends l'idée dans le sens, il voulait certains, je vais pas dire un niveau de professionnalisme, mais pas loin, que lui avait besoin, avec des joueurs qui puissent aller à la guerre avec lui. Donc, moi, l'idée, je la comprenais. Après, malheureusement, il y a tout ce que lui a fait. Je pense qu'il a, comme on l'a dit, il a mal fait. Le fait de se mettre à dos certains joueurs, les médias. Il y a plein de choses bêtes qui ont été faites par lui qui maintenant font qu'il se retrouve dans la difficulté. Et personnellement, si, comme j'ai prédit, il y a élimination dès la phase de ligue, il ne peut pas continuer. Enfin, c'est pas possible. Mais ouais, son avenir va dépendre, je pense, de ce qui va se passer.
Et là, pour moi, c'est mal embarqué. Mais l'idée de base, pour moi, le type de coach qu'ils ont été chercher, parmi tout ce dont on parlait, je trouve que c'était la bonne idée. C'est peut-être depuis, bon, même si je l'aime pas, depuis Tourelle, c'était, je pense, la meilleure idée quand même. Bon, après, la concurrence, c'est Galtier et Pochettino, vous me direz. Mais moi, je comprenais l'idée. Et ben voilà, son avenir ne dépend que de lui. Mais c'est mal embarqué. Et maintenant, on va laisser Carter. Toi, si tu as quelque chose à répondre par rapport à ça. Non, je pense qu'on a tout dit par rapport au problème d'ego de Luis Enrique, par rapport à ce souci de sa gestion d'effectifs et des médias. Et puis, enfin, faut bien souligner que ça n'a pas commencé cette saison, hein. L'année passée, quand même, il arrive dans un bourbier, c'est vrai, Kylian Mbappé et tout, mais il a quand même sauvé à bien des égards. Donc, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Et même sa déroute avec, j'ai oublié notre journaliste, c'est Alex Ruiz, je pense. On l'a vite passé sous tapis parce qu'on s'est dit, bon, voilà, il y avait quand même d'autres choses à jouer, même si ça avait quand même eu un peu d'ampleur. L'année passée, je me rappelle, le dernier match de phase de poule, je pense que c'est Mbappé qui te sauve Mbappé, il marque un penalty contre Newcastle, il te sauve quand même en dernière minute, il qualifie. T'as la chance l'année passée en championnat, ben ça va, t'avais pas trop concurrence. Jusqu'à la mi-janvier, la meilleure équipe c'était Nice, pardon. Vous pensez? Ouais, moi je pense pas. Donc, ouais, donc l'année passée, ça a déjà commencé, mais voilà, tu avais la chance d'avoir encore Kylian Mbappé qui est là, donc on sait quand même, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, que c'est un des meilleurs joueurs du monde qui peut, c'est ce genre de coach, c'est ce genre de joueur qui peut t'apporter des points, même quand ça va pas, tu peux compter sur lui pour un peu être l'arbre qui cache la forêt. Là, il est parti, tu n'as plus de joueurs de classe mondiale proprement dit, hein. On peut me dire ce qu'on veut, il n'y a pas. Donnarumma peut-être, Hakimi peut-être, et encore, je sais pas. Il n'y a pas de joueur de classe mondiale. Dembélé n'est pas un joueur de classe mondiale. Barcola n'est pas un joueur de classe mondiale. Et donc, forcément, quand tu n'as pas des individualités d'un certain niveau qui peuvent, entre guillemets, te sauver ou te ramener des points, dans des matchs qui comptent, évidemment, hein, c'est compliqué. Et surtout que, là où je vois que le mal est profond, c'est quand même en Ligue 1, tu n'arrives pas à surdominer. Bien sûr, ils gagnent des matchs. Ils en gagneront des matchs. Hein. Aller gagner des matchs à Montpellier, je pense qu'ils le feront. Et ils gagnent des matchs, j'allais dire à Auxerre, contre Auxerre, j'allais dire, mais apparemment non. Apparemment non. Donc, c'est là qu'on voit que le mal est profond. Parce que on sait toujours, depuis l'RQSI, on est quand même habitué à voir le PSG surdominer en championnat, à avoir plus de qualité, plus de domination sur l'adversaire. On a toujours eu un PSG qui gagne chaque week-end. J'extrapole, hein, mais est capable de mettre 4, 5, 6 buts avec beaucoup d'aisance. Moi, en 2022, j'ai été voir le match, j'ai eu la chance de voir le match Lille-PSG à Pierre-Mauroy, où c'est le 7-1. Cette année-là, en Champions League, ça n'a pas été un grand PSG, mais en championnat, moi, j'ai vu un PSG qui était. Il y avait une classe au-dessus, en fait. Après, ça n'a pas duré longtemps dans mon souvenir. Sur la première partie de saison, c'est l'année mondiale où, avant le mondial, Messi et Neymar sont en excellente forme, et après, voilà, exactement. Ouais. Donc, ouais, c'est là. Moi, j'ai vu le match. Je pense que j'ai vu le match contre Angers cette saison. T'as joué contre Angers, hein. Oui, mais je crois que tu gagnes 4-2, je pense. En 2-4. C'est ça. 4-2, tu prends 2 buts en fin de match, alors que tu menais 4-0 à la mi-temps et que tu roulais sur Angers. Et ouais, voilà. Donc, je sais pas. Il y a même la confiance. Même, je pense que même les joueurs n'ont. Je dirais pas dire qu'ils n'ont plus confiance en leur coach, mais presque ils n'ont plus confiance en leur football. Donc, et pourtant, on a critiqué l'équipe depuis le début, la construction de l'équipe, mais pourtant, il y a beaucoup de qualité. Hein. On a critiqué la construction de l'équipe, comment elle est construite, mais il y a beaucoup de qualité. João Neves, c'est un super joueur de foot. Hakimi est un super joueur de foot. Nuno Mendes, c'est un super joueur de foot. Marquinhos, bien qu'on en pense beaucoup de choses, reste quand même un défenseur central de qualité. Le cadre de l'équipe. Voilà, de qualité. Dembélé, on peut en penser ce qu'on veut, c'est quand même un joueur unique de par son profil. Barcola qui est meilleur que moi, ce que je pensais quand il arrivait au PSG. Je ne pensais pas que c'est un joueur qui était capable de mettre plus de 10 buts en Ligue 1. Mais il a déjà dépassé ce stade-là à la mi-saison, même avant la mi-saison. Donc, tu as quand même des joueurs de qualité. Fabien Ruiz, on sait que c'est un bon joueur de football. Il a du mal à le montrer au PSG, mais donc, il y a de la qualité. Et quand je vois les matchs du PSG en Ligue 1, parce qu'on on a beaucoup parlé de la Champions League, mais je vois une équipe qui doute de son football et ce n'est pas quelque chose auquel on est habitué avec cette équipe-là. Parce que même dans les moments où c'était moins bon,
même dans les moments où il y avait des cassures mentales, moi je pense à l'après-remontada, mais c'est une équipe qui a toujours su garder le cap en championnat. Ouais, hormis peut-être après l'élimination contre Manchester, mais bon, ils avaient beaucoup d'avance, où là, dans mon souvenir, ils lâchent totalement. Mais bon, ils ont quand même... Thomas Tuchel. Ils gagnent comme le championnat. J'ai regardé le Sacco Olympe avec Thilo Kehrer qui en parle justement de l'après. Il dit voilà, c'est vrai que là, ça nous a vraiment fait mal, mais en championnat, tu gardais quand même. Ils ont pas eu des points après, mais tu gardes quand même. Tu gardes quand même ta souveraineté. Si on a souvent dit que c'était une terreur en France, et puis ici, il y avait cette expression de dire que le PSG c'est une terreur en France, mais c'est des petits en Europe. Fort contre les faibles contre les forts, ouais. Cette année, c'est quelque chose que je ressens un petit peu moins. Alors, bien sûr, qu'ils sont toujours favoris en championnat. Hein. Je dis pas que je suis pas en train de crier au drame, mais je sens moins cette souveraineté-là en Ligue 1, et c'est quelque chose qui est je dirais pas accablant, mais c'est quelque chose qu'il faut tirer sur la main, parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour le PSG. Et à partir du moment où tu as ce postulat-là où tu n'arrives pas à dominer dans ton championnat local, or que depuis 12 ans, tu en as l'habitude, et que la concurrence n'est pas rude, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. Donc, ça en dit long. Ça en dit long. Ouais, et donc tu en as déjà commencé à un peu en parler, donc on va passer maintenant au sujet des individualités qui posent question un petit peu. Donc on va aller un petit peu plus vite, et là je vais vous demander à chacun de devoir faire un choix. Donc j'avais mis 3 individualités. Première, les gardiens, enfin, Donnarumma et Safonov, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé. Choisissez un parmi les 3 dont vous avez envie de parler chacun. Moi, je vais aller sur Dembélé. Dembélé, bon, tu as parlé en premier, donc je te laisse le lead. Donc Ousmane Dembélé, qui est censé maintenant, justement, avec le départ de Mbappé, devenir le leader offensif, qui ne lead pas trop, justement. Bon, il a commencé à ça, on se dit, oui, il marque quand même assez dans la saison par rapport à l'année passée, où il est resté quand même très longtemps voilà, sans ce premier but. Et puis même après le premier but, on a attendu longtemps que les autres arrivent. On a ce face-à-face dont tu parlais, qui était donc face à Girona. Toi, est-ce que voilà, Dembélé, t'en penses quoi? Tu peux pas confier le lead d'une équipe qui se veut être un cadeau européen à Ousmane Dembélé, tout simplement, ou est-ce que pour toi il y a d'autres soucis, on va dire, sur ce gars? Moi, je pense que après le départ d'Mbappé, moi en tout cas, je pensais que ça allait un peu libérer Dembélé sur son couloir et tenter plus de choses. Mais au final, je me suis trompé parce que ce qu'il propose, c'est encore pire que ce qu'il y avait avec Mbappé. C'est un leader offensif qui gâche les occasions, qui ne sait pas terminer devant le but, manque de réalisme, manque de lucidité, fait très souvent le mauvais choix lors des derniers gestes. Donc c'était une très grande erreur de la part de Luis Enrique de le considérer comme son leader offensif. Et on le voit cette saison, je me suis répété plusieurs fois. Mais si ça ne va pas en Ligue des Champions, c'est aussi par sa faute, parce que si ton ailier ne propose rien ou gâche limite toutes les occasions, ne sait pas cadrer, ne sait pas tirer, mauvais dans son foot, pas de passe décisive, mauvais placement, ta réponse, elle est là. C'est tout à fait logique qu'en attaque, ça aille pas bien. Donc c'est une déception. C'est une grande déception. Parce que, comme Carter le disait, c'est un profil unique. Là, sur le marché, ce genre de joueur, ce genre d'ailier, il n'y en a pas 100, il n'y en a pas 1000. Tu as Dembélé et les autres. Et au final, c'est décevant, et on peut s'y attendre aussi, parce que on avait le cas aussi au Barça où il fait quelques bons matchs et c'est toujours le même problème, c'est toujours dans sa finition, il n'arrive pas à finir. Et au final, je dirais que je suis déçu, mais c'était quand même prévisible en fait, en fin de compte. C'est un joueur qui peut te faire des merveilles et tout gâcher, ou il peut te faire n'importe quoi et finir une action. Donc c'est une erreur d'avoir considéré comme son leader offensif, mais il faut se poser la question aussi. Si c'est pas lui, qui ça pourrait être? T'as Gonzalo Ramos qui est blessé. Randal Colomwani, tu le considères même pas. Bradley Barcola, c'est encore un petit jeune. Asensio, c'est plus le même joueur depuis ses ligaments croisés. Lee, c'est pour moi, il n'a pas le niveau du PSG. Donc au final, c'est sa faute, mais c'est aussi pas sa faute, parce que tu peux pas considérer ce genre de joueur comme ton leader. Mais en même temps, il n'y a pas le choix.
Donc le problème vient de la direction, du coach et de lui-même. Et pour Dembélé, le problème, c'est que c'est un formidable joueur, mais qui doit être accompagné, et notamment par un finisseur hors pair. L'année dernière, il y avait Kylian Mbappé qui, on le sait, ça n'a pas été sa meilleure saison du côté du PSG, loin de là, mais il a quand même mis sa quarantaine de buts. Il était dans les stats et dans l'efficacité excellent. Il masquait un petit peu toutes les lacunes de cette équipe. Mais Dembélé, comme tu le disais, Mus, tu peux pas en faire le leader offensif, celui qui va te faire les stats, parce que c'est un formidable créateur d'occasion, mais pour le reste, il doit être accompagné d'un profil beaucoup plus efficace, d'un Osimhen par exemple, ça aurait pu être lui, d'un Gyökeres, d'un vrai neuf buteur, en tout cas d'un ailier, même si c'est le même poste, mais dans le profil d'un Salah qui est lui certes ailier, mais lui aussi très, très stateur, très efficace. Dembélé, c'est pas du tout le cas, et lui doit être accompagné. Et c'est pour ça que je disais que avec le départ d'Mbappé, je me disais que peut-être il va tenter plus, mais au final, il tente moins, et ce qu'il tente, il le rate. Donc, non, tu as raison. Il lui faut un neuf où tu lui donnes une demi-action, c'est but. Tu peux pas attendre d'Mbappé, excusez-moi, de Dembélé, d'amener le danger, de dribbler et en plus de ça, finir. Mais moi, si je me souviens, au début de saison, entre guillemets, il avait cette idée, j'ai l'impression, de vouloir prendre ce lead. Parce qu'il y a la petite dispute, je sais plus face à qui, pour le penalty, où il voulait le prendre. Face à Girona, je me souviens que dès qu'il avait un angle de frappe, il tirait. Peu importe où il était, il tirait, il voulait prendre ce lead. Mais juste, il n'est pas fait pour ça. Enfin, il y a des joueurs qui sont faits pour ça. Lui, il n'est pas fait pour ça. Après, il a quand même quoi? Il a quel âge, Dembélé? C'est quoi? C'est un 97, je pense. Je crois qu'il a 27. Ouais. 27, ouais. Ouais, donc il a 27 ans. Donc bon, voilà, le joueur, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il n'est pas. J'ai l'impression que les coachs se font toujours avoir parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un amour de base. Enfin, Xavi adorait Dembélé, Luis Enrique, sur la première saison, du moins, avait l'air vraiment aussi de l'adorer. C'est un coach qui fait tomber ses coachs amoureux, mais voilà, il faut qu'ils comprennent que voilà, enfin, tu peux pas reposer sur lui en tout cas. Avant, c'était physique. Maintenant, c'est juste le jeu. Ce qu'ils voient en lui, c'est un ailier qui peut finir. Mais on l'a vu au fur et à mesure des saisons que c'est pas ce genre de joueur-là. Et j'ai l'impression que certains coachs ne le comprennent pas, en fait, le voient beaucoup trop beau par rapport à ce qu'il est. Et c'est ça le souci aussi. Ouais, exactement. En fait, dans un rôle, je finis rapidement, mais dans un rôle d'ailier créateur, dans un 4-3-3 avec un vrai neuf, il serait dans des dispositions parfaites, ce serait peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui à son poste. Le souci, c'est que le rôle, on en parlait pour Nuno Mendes, mais le rôle d'Ousmane Dembélé au PSG avec Luis Enrique, il n'est pas du tout adapté à ses qualités et à ce qu'il est capable de faire. Ça met assez peu en valeur, même si ça le fait quand même, mais assez peu en valeur ses qualités de créateur, mais ça met surtout beaucoup trop en avant ses qualités de finisseur qui sont pas du tout à la hauteur. Ouais, au final, peut-être Xavi avait le bon compromis quand ils ont été champions avec Lewandowski qui était là pour finir et Dembélé qui était ce joueur un peu à la création, peut-être un petit peu trop. Enfin, je me souviens que le Barça à un moment c'était exagéré ou si Dembélé n'était pas là, vu qu'il était quand même sujet aux blessures ou justement il rate la période où il y a l'élimination face à Manchester United en Europa League, Dembélé n'est pas là et tu sentais que ça allait moins bien. Mais ouais, je pense que c'est un joueur qui doit être comme ça. Pour passer aux deux autres individualités, vu que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, Carter, toi, si tu devais parler entre soit la gestion des gardiens, tu as déjà un petit peu parlé de Donnarumma, ou alors de Bradley Barcola, tu choisirais quoi? Je partirais sur Barcola. Vas-y. Donc Barcola, avant de te laisser en parler, donc 0 but en Ligue des Champions cette année. Des matchs où on peut dire il passe totalement à côté. Enfin, moi, j'ai même pas c'est pour ça que j'ai pas de souvenir en fait de Barcola cette saison en Ligue des Champions. Une utilisation qui pose question avec justement le fait que Nuno Mendes, hormis le match face au Bayern, c'est un troisième central et donc il n'y a pas vraiment de joueurs pour jouer avec lui. Vas-y, je te laisse Carter partir sur Bradley. J'essaie d'être rapide et concis parce qu'on tire un peu sur. Mais Barcola n'est passé quand il arrive au PSG. C'est un transfert qui, pour lui, j'ai du mal à comprendre. Parce que voilà, il venait à peine d'être lancé dans le grand bain du football au niveau en Ligue 1. Il avait joué 6 mois à Lyon, puis il arrive au PSG avec beaucoup d'attentes. Je me rappelle que ses premières sorties ont été un peu poussives. Et je me rappelle qu'au début, c'était compliqué, surtout médiatiquement, parce qu'il y avait la sortie justement de Riolo qui dit « Ouais, mais en fait, on peut rien faire avec Bambi ». Et à ce moment-là, je l'avais trouvé un petit peu dur. Je me dis, bon, ok, le garçon n'a jamais joué à Champions League, c'est ses premières sorties en Champions League. Évidemment, ce ne sera pas le meilleur joueur du PSG.
Cette année, Mbappé part, donc du coup, il prend une nouvelle dimension. Qui dit nouvelle dimension, dit nouvelle responsabilité. En championnat, ben, ça se passait plutôt bien les premiers mois. Et j'ai même senti, Enzo nous dira, hein, en tant que fan du PSG, j'ai même senti un amour grandissant des supporters du PSG. Il est devenu un peu la mascotte de l'équipe, même du côté de Paris. Tu sens que même je veux dire, vous savez, on considère la popularité d'un joueur par les enfants. Quand les enfants te voient comme un peu ah, Barcola, ah, Mbappé, ben, on sent que ben, moi, j'ai un ami qui est formateur en U11 et qui me disait, ben, dans les vestiaires de foot, on se rend pas compte que c'est Mbappé, c'est vraiment la superstar. Nous qui disons, ouais, mais dans le foot, il n'y a plus de superstar et tout, parce qu'on a vieilli, on se rend pas compte que les plus jeunes, ils ont encore ce regard sur le football avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fanatisme des individualités. Et ben, j'ai l'impression que du côté de Paris, c'est la place que Barcola a prise. Je suis pas d'Île-de-France, je suis pas là-bas, mais de ce que j'ai l'impression de voir de l'extérieur, c'est que c'est un joueur qui a pris, au niveau de l'affection des supporters de Paris, du PSG, il a pris énormément d'ampleur. Ça veut dire que cette année, il est vraiment dans les meilleures dispositions, et sur le terrain, et médiatiquement, parce que les médias l'ont beaucoup encensé, et je veux dire, au niveau des statistiques, en tout cas de ce qu'on voyait en championnat. Et donc, du coup, par rapport à l'année passée, j'ai beaucoup plus d'attentes. Là où l'année passée, je trouvais qu'on était un peu dur avec lui parce qu'il venait d'arriver. Cette année, je trouve qu'on est vraiment même un peu trop gentil avec lui parce qu'au niveau du statut, par rapport à cet outil-là, par rapport à l'amour que les fans du PSG lui portent et par rapport, je veux dire, à la place que Enrique lui a donnée dans l'effectif, dans le groupe, dans l'équipe, il déçoit. Il déçoit et je pense même qu'il s'en rend compte. Je parlais tantôt du match contre Angers. Je crois qu'il met le 4e but. Il met un but de la tête. Enzo, tu me dis, si je parle de mémoire, donc si tu te rappelles, tu me dis, il met un but de la tête et on voit ses réactions qu'il est frustré parce qu'il sait il sait que, t'as l'impression qu'il sait que l'équipe attend encore plus de lui. Donc, c'est ce que j'avais dénoté en cas de sa réaction après son but-là parce qu'il se dit, bah écoute, c'est vrai que je marque en Ligue 1 et je marque contre Angers qui est une équipe qui vient de monter de Ligue 2, qui est faible, mais on vient de jouer en Champions League, j'ai pas été bon et c'est pas là qu'on m'attend. Et si réellement c'est la mentalité qu'il a, ben, bon, c'est la bonne. Maintenant, il faut répondre sur le terrain. Mais en tout cas, c'est très décevant parce que quand tu es un des meilleurs joueurs de l'équipe du PSG, on t'attend en Ligue 1, évidemment, hein, mais surtout en Champions League. Parce que des joueurs du PSG qui ont été bons en Ligue 1, il y en a eu. Hein. Lavezzi était très bon en Ligue 1. Pastore était bon en Ligue 1. Di Maria était très bon en Ligue 1. Et je ne parle pas des superstars. Hein. Je ne parlerai pas des Neymar, Ibrahimovic, Cavani. Je parle un peu de ceux qui étaient un peu les seconds couteaux, entre guillemets seconds couteaux, même si des seconds couteaux de luxe, ont toujours été très bons en Ligue 1. On ne les a pas juste sur la Ligue 1. Donc, il n'échappera pas à la règle. Il est bon en Ligue 1, mais quand tu es au PSG, quand tu es à son poste, quand tu as son statut, c'est pas là qu'on t'attend. Et je pense qu'il le sait. Il le sait. Et Muse a dit tantôt qu'il est jeune. Il a 23 ans. Donc, il est jeune, évidemment. Il a encore une longue carrière devant lui. Je veux dire, là, surtout aujourd'hui en 2024, à cet âge-là, c'est là que tu recommences à rentrer et être un des meilleurs joueurs du monde où tu confirmes. Donc, bon, on attend plus de lui. Je pense pas qu'il faille tirer la sonnette d'alarme avec Barcola parce que quand même, il apporte de bonnes choses au PSG. Mais il est clair que par rapport à tout ce que j'ai cité, hein, tout ce qui est cité, on attend beaucoup plus de lui au Paris Saint-Germain. Ouais, et puis tu disais sur l'image, tu as raison, c'est vraiment la mascotte aujourd'hui des supporters parisiens. Enfin, la saison dernière, il y avait Vitinha, qu'on aimait beaucoup. Mais déjà, Barcola, faut remonter à son arrivée. Il est arrivé de Lyon. 3 semaines après, il a affronté Lyon et il s'est mis son club formateur à dos pour venir à Paris. C'est aussi quelque chose qui a compté. Et puis sur cette saison, il a aussi changé de dimension dans l'image parce que ça a été vu un petit peu comme le successeur de Mbappé. On sait que ça s'est très mal fini avec les supporters. Tous les supporters du PSG se sont dit on va tout miser sur lui. Il va prouver qu'on n'avait pas besoin de Mbappé, qu'Mbappé pouvait nous desservir et que son successeur Barcola sera peut-être moins fort intrinsèquement aujourd'hui, mais sera beaucoup plus pertinent pour le PSG dans sa globalité, dans son animation et dans l'image aussi qu'il peut renvoyer. Et les performances du début de saison le montraient. Au début de saison, il est exceptionnel. Et tu peux louer les performances d'un joueur en Ligue 1, lui dire que voilà, sur ce début de saison, sur les 3-4 premières semaines, il est exceptionnel, tout en disant maintenant, il va falloir confirmer lors des plus grands rendez-vous sur la durée. Et c'est un petit peu le test que devait passer Barcola.
on avait vu sur le début de saison qu'il pouvait potentiellement, je dis bien potentiellement, avoir un rôle de leader offensif. On a vu en Ligue des Champions et même sur les dernières sorties, ne serait-ce qu'en Ligue 1 face à Nantes ou à Auxerre, qui ne peut pas avoir cette dimension tout de suite à seulement 22 ans, avec 1 an et demi en tant que joueur professionnel. Et ça peut aussi se comprendre parce que c'est la responsabilité aussi de la direction de tout miser sur lui pour remplacer un joueur qui, on l'a dit, la saison de Mbappé n'avait pas été exceptionnelle, mais tu l'avais dit, Carter, ça reste l'un des tout meilleurs joueurs du monde, et tu peux pas demander à un joueur comme Barcola, tout seul, de remplacer un joueur comme Mbappé. C'est pour ça que j'étais plutôt d'avis d'avoir un Barcola peut-être titulaire, mais qui est concurrencé par un joueur qui a à peu près la même stature. Aujourd'hui, un Désiré Doué, tu le recrutes, tu sais qu'il peut jouer à ce poste, tu sais pertinemment qu'il peut pas, même avant ses premières performances en Nancy, tu savais déjà qu'il pouvait pas concurrencer sur la durée un Barcola. Alors qu'un joueur comme un Ademoula Lookman, par exemple, aurait pu être pertinent, avec en plus la possibilité de jouer numéro 9, de jouer ailier gauche, de la polyvalence qu'aime bien Luis Enrique, de venir concurrencer Barcola. Mais si tu mets Lookman sur le banc pour un Barcola, ça fait pas scandale. Donc je trouve que il a ses responsabilités. Barcola, il n'est pas à la hauteur de son début de saison, pas à la hauteur de ce que les supporters du PSG ont voulu en faire, puis aussi de la direction qui l'a pris un petit peu comme une mascotte, qui a surfé dessus. Mais c'est la responsabilité aussi du club, et tu peux pas lui imputer les responsabilités qu'il a prises, qui ont été plutôt forcées, alors que la saison passée, Barcola était prometteur. Il n'avait pas non plus montré des garanties pour remplacer parfaitement Kylian Mbappé. Ouais. Moi, je pense que j'ai rien à rajouter. En plus, au final, j'ai l'impression que ces mots résonnent, et on disait un peu aigri à l'époque. Mbappé, je pense que c'était dans la sélection de septembre, où il disait avec Barcola, allez-y doucement, quand ça va aller plus mal, il faudra être derrière lui. Et au final, on voit justement qu'on est dans cette période, parce que j'imagine parler en tant que, de vécu. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais Fred Carter le disait, il est pas si jeune que ça au final. C'est un 2002, c'est-à-dire 2002, c'est quoi? C'est Pedri, c'est les Pedri, il y a qui? Enfin, de 2002, il y a qui comme joueur de 2002? Il y a pas mal de joueurs de 2002 qui sont un peu plus installés déjà, on va dire dans le football international. Mais lui, il est jeune, on va dire en termes de carrière, où justement sa carrière, elle a que 1 an et demi. Ou un Pedri, on le connaît depuis 2020. C'est 17 ans, Pedri, 17-18 ans. Ouais, Pedri, il a joué avec Messi au Barça, quoi. Et Messi, ça fait quand même un petit temps qu'il n'est plus au Barça. Donc, à son poste, déjà, il y a Doku de sa génération. Donc, pour comparer de sa génération à son poste, il y a Doku. Qui était déjà à l'Euro 2020. Bon, qui était freiné par les blessures, mais c'est vrai qu'au final, son âge et sa carrière, en tout cas, on va dire dans le football moderne, il est un peu en retard, on va dire. C'est pour ça qu'on doit plus le juger sur le nombre de matchs joués que son âge réel. Mais ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis comme vous, je suis un peu déçu. On en attend plus. Après, c'est normal que ça arrive à un joueur de sa stature de un petit peu rentrer pas dans le rang, mais de connaître des difficultés, et que de toute façon, ça finira par revenir, et ça aurait été bien qu'il soit concurrencé. C'est vrai que j'avais oublié qu'à un moment, Lookman, on en parlait beaucoup. Je pense même qu'il n'avait pas été dans un groupe de l'Atalanta. À un moment, on disait, oui, c'est parce qu'il va aller au PSG, qu'au final, non. Je sais qu'il y avait aussi Sancho, dont on parlait. C'est peut-être un autre statut, peut-être plus compliqué de mettre un Sancho sur le banc, ou même, il parlait aussi de Kvara, tout simplement. Où là, c'était peut-être un peu plus compliqué. Et je peux comprendre qu'on ne veut pas prendre ce type de joueur si on croit fortement en Barcola, mais voilà. Est-ce que vous voulez... Bon, il reste les gardiens. Je ne sais pas si vous avez envie de dire quelque chose par rapport aux gardiens, ou si on skip. Ça peut être très rapide, mais tu l'as dit, c'est 2 gardiens qui se ressemblent énormément, avec un numéro 1 qui est censé être incontesté, mais qui n'a pas le niveau de performance pour être vraiment incontesté. Et un numéro 2 qui a la dalle, pour le coup, il avait dit dès son arrivée, je suis là pour être numéro 1. Qui doit être performant à l'entraînement pour obtenir la confiance de Luis Enrique, mais qui a les mêmes défauts que Donnarumma, sans peut-être avoir les mêmes qualités sur sa ligne. Même si son match face au Bayern, au-delà de sa faute sur la sortie aérienne, je le trouve pour le coup très performant. Mais si tu veux concurrencer Donnarumma, pour moi, tu dois avoir un gardien beaucoup bien meilleur pour avoir une vraie concurrence, parce que là, j'ai l'impression que c'est une concurrence qui tire vers le bas le secteur des gardiens du côté du PSG. T'as dit tout ce que je pensais. C'est le souci. C'est vraiment ça, un gardien qui lui ressemble. Genre le match de Donnarumma, le match qu'il a fait, c'est un match que Donnarumma a déjà fait, aurait pu faire. C'est-à-dire, je fais une erreur et puis j'arrête tout le reste. Mais le problème, c'est que l'erreur coûte déjà cher. On a vu Donnarumma
contre Arsenal, je pense que sur les 2 buts, voilà, il est coupable. Il y a aussi un autre match où il est coupable, mais j'ai oublié c'est lequel. L'Atlético sur le 2-1, il a sa part de responsabilité. Ouais, c'est vrai qu'il se couche difficilement, on va dire. Donc voilà, est-ce que Carter, Muse, vous avez quelque chose à rajouter sur les gardiens ou on peut terminer sur ça? Enzo a bien résumé ce qu'on pensait. Il a résumé tout ce qu'on pensait. Donc, on arrive déjà à la fin de cet épisode qui, comme vous le verrez, demain, il sortira un jour plus tôt que d'habitude parce qu'on enregistre un jour plus tôt. L'annonce, évidemment, avant de remercier Enzo, l'annonce qu'on doit faire, donc c'est que la semaine prochaine, donc lundi prochain, on sera en live sur Twitch pour un épisode spécial, donc pas du tout sur l'actualité, on sera une tier list Diable Rouge où on va s'amuser à classer un petit peu les Diables sur la période, on va dire 2012-2024, qui est le GOAT, qui est presque le GOAT, légende, bons joueurs, tout ça, on va s'amuser tous ensemble. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner sur Twitch, on vous donnera l'heure exacte sur Twitter, donc je mettrai le Twitter et le Twitch en bio. Donc on vous remercie évidemment, on remercie Enzo pour son expertise sur le PSG que tu nous as apporté. Hein. Non, mais merci à vous, c'était cool de pouvoir parler pendant un peu plus d'1 heure du PSG. Il y avait pas mal de choses à dire, mais ouais, c'était cool, en espérant que ça se passe un petit peu mieux et que si on refait une émission, ce serait un petit peu plus positif et un petit peu plus optimiste. On espère aussi. Merci à vous, Muse, Carter, comme d'hab. Toujours un plaisir d'être sur Let Me Talk et merci encore Enzo de nous avoir éclairé un peu plus sur certains cas au sein du PSG. Ouais, merci à vous les gars. Merci à toi Enzo pour ta disponibilité surtout. Ça fait du bien d'avoir une nouvelle personne qui nous apporte aussi quelque chose de nouveau sur le PSG, puisqu'on en a déjà parlé, mais pas avec quelqu'un qui était entre guillemets supporter du club. Et merci à toi, Patrick, d'avoir amené encore un invité de qualité. Ça commence à faire pas mal de wins. Donc, merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent. Ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter foot et d'être écouté surtout. Donc, merci à vous et voilà. Ouais. Et donc, aussi, Patrick, j'ai vu que sur le compte Twitter, il y avait 142 fans qui nous plaçaient, ou 143, dans le top 1 podcast Spotify. C'est vrai. Donc ça fait plaisir Spotify aussi. Wrapped, et 142 personnes chez qui on est le top 1, 300 dans le top 5, 400 dans le top 10. C'est vrai, merci de le rappeler, Mus, c'est vrai. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine en live. Vous serez là en plus, Carter et Mus. Ouais, moi je suis là. Donc vous serez là, il y aura normalement Erwan en plus. Donc sur ce, on vous dit ciao et on vous remercie. Ciao. Ciao les gars.